Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. On commence par le tirage au sort lundi de la Coupe de France. Un moment historique pour la Vendée puisque nos 3 équipes vont affronter des clubs de Ligue 1. Les Herbiers ouvrent le bal à domicile au stade de Massabielle. Ce sera vendredi 19 décembre à 20h45 contre le SCO d'Angers. Samedi, ce sera au tour de Vendée Fontenay Foot d'affronter le PSG au stade de la Beaujoire à Nantes à 21h. Et enfin, direction le Roison Park de Rennes dimanche 21 décembre pour le match des Sables Vendée Foot contre le Stade Rennais. Quelle émotion, que ça soit pour le club, pour nous les joueurs, c'est comme un rêve, hein, c'est comme un rêve éveillé. On était tous au Club Boss, on a assisté au tirage au sort sur beIN Sport et puis quand, le tirage, a été attribué et qu'on a vu Paris Saint-Germain, on était, fou de joie bien évidemment, fou de joie, les étoiles plein les yeux. Et affronter l'un des meilleurs clubs au monde, ça met une petite pression. Ça met une petite pression. Après, voilà, il faut le prendre comme un bonus pour nous, les joueurs, de vivre ces moments-là. Je pense que une fois dans sa vie, c'est des souvenirs à graver, que ce soit pour le club et pour les joueurs. Et puis voilà, on va essayer de faire le maximum sur le terrain avec un plan de jeu bien défini. Quittons le sport pour la politique avec les municipales. Le premier tour de ces élections est le 15 mars 2026, donc c'est désormais dans 100 jours. Vous allez avoir l'opportunité d'élire les conseillers municipaux qui désignent ensuite les maires et les adjoints. Mais attention, les modalités du scrutin vont évoluer, notamment pour les communes de moins de 1000 habitants. Aurélien Huard était sur ce plateau pour expliquer ce qui va changer et quelles communes sont concernées. Vix, Saint-Vincent-Sterlange ou encore Tiré. Si vous habitez ces communes, vous ne pourrez plus rayer un nom sur une liste électorale lors des municipales en mars prochain. Une loi de mai 2025 modifie les règles des communes de moins de 1000 habitants, à commencer par le scrutin majoritaire plurinominal qui disparaît. Souvenez-vous, jusqu'à présent, les candidats pouvaient se présenter seuls ou de manière groupée. Les suffrages étaient ensuite décomptés individuellement par candidat, y compris pour ceux qui s'étaient présentés de manière groupée. Les candidats devront désormais se présenter en équipe cohérente sous la forme d'une liste déposée officiellement en préfecture. L'équipe et son projet seront mis en avant. Désormais, si vous modifiez l'ordre des candidats ou si vous ajoutez ou rayez le nom d'au moins un candidat sur votre bulletin, ce dernier sera considéré comme nul. Ce sera donc le même mode de scrutin que dans les autres villes, un scrutin de liste proportionnelle et paritaire à 2 tours. Une alternance homme-femme ou l'inverse doit être respectée. Actuellement, les femmes sont nettement minoritaires dans les conseils municipaux. Le but de cette nouvelle disposition est clair selon le ministère de l'Intérieur. Il s'agit de répondre à la crise de l'engagement qui concerne les communes rurales en favorisant la cohésion des équipes municipales. Toutes ces règles vont forcément complexifier l'organisation des élections, mais la loi prévoit une certaine souplesse pour les petites entités. À la différence des grandes villes, les candidats pourront présenter une liste comprenant jusqu'à 2 noms de moins que le nombre de sièges à pourvoir. Par exemple, pour un conseil municipal de 7 membres dans une commune de moins de 100 habitants, il sera possible de déposer une liste avec seulement 5 candidats. La loi prévoit également la possibilité d'intégrer 2 candidats supplémentaires sur les listes, des suppléants en cas de décès ou de démission d'un élu pour assurer le remplacement sans passer par de nouvelles élections. Restons dans la politique avec la nomination ce mardi du nouveau préfet de la Vendée. À 64 ans, Éric Fresslinard succède donc à Gérard Gavory. Ce dernier prend sa retraite après avoir atteint l'âge limite en octobre dernier. Il était en place depuis novembre 2021. Éric Fresslinard était depuis 2023 conseiller intérieur à l'ambassade de France en Espagne. Il avait été par le passé à la tête de la préfecture des départements de la Haute-Saône, de l'Aude ou encore de la Meurthe-et-Moselle. Il prendra donc ses fonctions en Vendée le 5 janvier 2026. 170 bénévoles pour mobiliser pour les associations les animations ce week-end. Je parle bien sûr du Téléthon de ce vendredi et ce samedi. Alors pour trouver l'événement le plus près de chez vous, rendez-vous sur le site du Téléthon qui a créé une carte animée. L'objectif est toujours le même, récolter un maximum de fonds pour faire avancer les recherches sur les maladies génétiques rares. Les détails avec Louise Ménori.
Pour cette 39e édition, plus de 300 lieux d'animation sportive, culturelle ou encore de restauration seront présents partout sur le territoire vendéen. Un nouveau record de participation est attendu. L'an dernier, la barre avait déjà été franchie avec 1 600 000 € collectés. Le bénévolat est très fort en Vendée. Et d'autre part, la démographie vendéenne fait que nous avons de nombreuses communes avec des artisans, des commerçants, une vie locale qui fait que c'est plus facile peut-être d'organiser le Téléthon que dans des grandes cités urbaines. Si on ramène à la population, effectivement, on est à peu près à 1,80 € par habitant en Vendée. La moyenne nationale est à 1,30 €. La Vendée est un des départements effectivement les plus généreux. On observe depuis le Covid d'ailleurs une montée très nette des dons en ligne et donc qui s'ajoutent à des animations extrêmement toujours aussi vivaces. Bien, tout ceci permet d'avoir de très bons résultats du Téléthon en Vendée et nationalement également. L'objectif de ces 2 jours de collecte, récolter de l'argent pour la recherche, mais aussi permettre aux malades de se faire connaître. Le Téléthon, pour nous, c'est quand même quelque chose d'important. Ça nous permet aussi de voir les personnes, disons, en situation de handicap malade, disons, qui correspondent, que l'on connaît, disons, au niveau de l'AFM, et de les rencontrer sur des animations dans le secteur, quoi. Dans certaines familles, on a une personne que l'on connaît, et on se rend compte après, en les contactant, qu'il y a le papa, il y a la sœur, et ça rentre après le cousin, et finalement des personnes que l'on ne connaît pas. Il y a 7000 maladies rares d'origine génétique, et sur ces 7000 maladies rares, il y en a aujourd'hui 95% qui n'ont pas de traitement. A contrario, ça veut dire qu'il y en a 5% qui en ont. Et ça, c'est formidable parce que le Téléthon remplit son rôle, qui est de faire avancer la recherche et de sauver des vies. Et aujourd'hui, il y a une accélération, effectivement, qui a été permise par cette révolution médicale que le Téléthon a autorisée. Cette année, le plateau du Téléthon s'installera au ciel à La Roche-sur-Yon. Des malades et leurs familles, des chercheurs ou encore des artistes y seront reçus. Le Téléthon n'est pas le seul à mobiliser. La Banque alimentaire mobilise elle aussi. L'équivalent de 280 000 à 300 000 repas pourront être distribués par l'association suite à leur collecte du week-end dernier. Un chiffre tout de même en légère baisse, moins de 10% par rapport à l'année dernière. On est en fin de mois, il y a eu le Black Friday. C'est vrai que beaucoup de clients se sont surtout précipités vers les offres du Black Friday. Voilà, donc on l'a ressenti un peu. Il y a les cadeaux de Noël, voilà. Bon, cette date, le choix du dernier week-end pour faire cette collecte, peut-être qu'il évoluera dans les années futures. Pour le moment, on fait avec. L'année dernière, on avait fait cette collecte une semaine plus tôt. On avait eu des résultats très très bons. Là, ils sont bons et vraiment, on est ravis de cette collecte. On poursuit cette page solidarité dans le Nord Vendée avec l'ASSOLI. L'association socio-culturelle de lien intergénérationnel a mis en place en 2022 un service de transport bénévole pour les déplacements de ceux qui en ont besoin. Une trentaine de chauffeurs donnent de leur temps pour amener à l'hôpital ou au supermarché les bénéficiaires. Mais voilà, la structure a toujours besoin de nouvelles têtes. De plus en plus de demandes. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est de réussir à recruter des chauffeurs. Parce qu'effectivement, plus il y aura de chauffeurs bénévoles et plus ils seront amenés à pouvoir se répartir la tâche, le nombre de bénéficiaires à transporter. Il n'y a pas d'obligation pour les bénévoles. C'est-à-dire que c'est eux qui décident du nombre de sorties qu'ils peuvent faire par semaine, du nombre de sorties même qu'ils peuvent faire par mois. La demande est lancée à l'ensemble des bénévoles du réseau et répond celui qui est disponible et qui a envie de faire la course. Certains bénévoles sortent 2 ou 3 fois par mois, par trimestre, tandis que certains font plusieurs courses tous les jours. C'est vraiment en fonction des disponibilités et des envies de chacun. Ces élèves de Saint-Jean-de-Mont sont sortis de leur classe pour la semaine du numérique. 2 collèges étaient au complexe multisport de la commune pendant une journée pour des ateliers ludiques animés autant par les associations que par la police municipale. Par exemple, il est toujours bon de rappeler qu'une exposition prolongée aux écrans peut nuire au bon développement du cerveau. Alors l'idée, ça vient un petit peu d'un constat. Donc on a questionné aussi les enfants qui de plus en plus tôt vont sur les écrans, sur les jeux vidéo en ligne et qui partagent leur expérience à beaucoup d'autres enfants aussi, et aussi d'autres adultes. Donc on est parti de là et après les ateliers sont venus d'une recherche qu'on a menée ensemble, c'est que le service enfant-jeunesse et la police municipale pour trouver un intervenant de qualité et aussi diversifié.
Donc on a 8 ateliers qui tournent entre le créatif, la prévention et vraiment s'exprimer à travers ça. Vraiment comment se protéger, comment prévenir et comment agir si jamais il y a des situations qui ne sont pas normales ou qui ne devraient pas l'être à travers les écrans. Donc principalement le téléphone qu'on a de plus en plus tôt, mais aussi c'est pas le but de diaboliser l'utilisation d'écran. On en a besoin pour travailler, on en a besoin pour jouer, pour s'amuser, mais il faut le faire en toute sécurité. Et ça bouge beaucoup, on a des ateliers de graphes, de dessin, on a du théâtre, de la poésie avec le slam, mais aussi des ateliers comme Orange qui nous fait un escape game. Il y a aussi le Login Prévention qui fait un atelier dont on est le héros, donc ça bouge aussi, on fait des choix ensemble, on avance ensemble dans l'aventure. On termine ce journal en douceur par une page sur les fêtes de fin d'année. Le département de la Vendée organise de nombreux événements au Haras de la Vendée, au logis de la Chabotterie ou au Vent d'Espace. Ces lieux donc proposent des animations aux couleurs de Noël. Et l'événement attendu, c'est bien sûr les marchés de Noël. Dès ce week-end, ceux de l'abbaye de Maizé et du château de Tiffauges ouvrent leurs portes. Pour ceux qui n'aiment pas la grande foule, etc., qui ne sont pas intéressés par les marchés de Noël ou qui ont déjà fait leurs achats pour Noël, bien sûr, il y a des spectacles immersifs à l'abbaye de Nieul et au logis de la Chabotterie, où là, on est par petits groupes d'une vingtaine de personnes et on déambule dans les sites patrimoniaux du département sur des thématiques propres à Noël. Voilà, donc tout un tas de propositions pour permettre aux familles, quels que soient les âges, quelles que soient les envies, de se retrouver avec la chaleur et la lumière, parce qu'on travaille beaucoup sur la lumière et en fait on cherche un peu les waouh sur nos sites. Et donc là on retrouve cette convivialité, cette chaleur. Avant que vous y mettiez les pieds pour Noël, avez-vous déjà vu le château de Tiffauges à moitié transformé? Notre journaliste Louise Ménori a justement eu la chance d'être sur place ce jeudi, alors que les quelques 600 bénévoles et les techniciens réglaient les derniers détails. Un enjeu de taille puisque le marché attire quand même près de 80 000 personnes en 2 week-ends. 300 sapins, 3 km de guirlandes et 13 tonnes de paille, le personnel de Tiffauges s'active pour l'ouverture du marché de Noël. Là, on met de la paille pour la sortie du public, pour éviter que le public marche dans la boue, parce qu'on a un temps pluvieux en ce moment. Avec une superficie de 2 hectares, le marché est l'un des plus grands de Vendée et exige une importante mise en place. La préparation d'un événement comme ce marché de Noël se prépare à peu près 1 an à l'avance. Il commence dès cette édition, avec le bilan de cette édition pour l'année prochaine. Entre ensuite une phase de conception, bien sûr, pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, on prépare ce marché avec toute la phase administrative, les contacts auprès des prestataires. Et puis la réalisation effective de ce marché de Noël qui dure 2 mois, 8 semaines qui sont consacrées à la mise en place, au montage des chalets. Toute l'année, nous sommes 9 personnes à travailler au château de Tiffauges pour la saison touristique, mais aussi pour cet événementiel. Et puis on rajoute bien sûr nombreuses personnes, c'est près d'une 50aine de personnes, plus des bénévoles, c'est 600 bénévoles qui sont sur ce marché de Noël chaque année. Du côté des artisans, il a aussi fallu anticiper l'événement pour faire face à l'afflux de visiteurs. On a prévu 900 créations. Je recommence à travailler en juin 2025 et je termine juste là, je suis sur la base finale de mes créations de Noël. Le marché de Noël représente 50% de notre chiffre d'affaires, sachant que je ne fais qu'un marché de Noël. Que ce que je vends à Tiffauges, je le vendrai sur certainement 5, 6, voire 10 marchés de Noël autrement. Pour ce chocolatier, habitué du marché, il a fallu adapter ses produits aux conditions climatiques. On a l'aspect climatique, de l'humidité, etc. Donc nous, on privilégie beaucoup tout ce qui va être emballage métallique. C'est-à-dire qu'on a nos petites boules de Noël sur la thématique casse-noisette, donc des boules métalliques donc qui sont vraiment hermétiques, où dedans vous allez retrouver quelques petites fritures de chocolat. On fait le choix de ne pas travailler avec du lait entier frais, parce que justement on a une conservation qui est très très limitée, et on travaille avec du lait de la laiterie de Montaigu, pour ne pas les citer, vendéen, et la crème aussi, donc on est sur le principe de briques de lait UHT. Une fois les festivités terminées, les installations et les chalets nécessiteront 2 semaines de démontage. Et c'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité en direct lundi dans la matinale avec Florian Wozniak. Très belle fin de semaine à toutes et à tous.